Ne pas partager. Quelle question ce dimanche 12 juillet 2020, dernier dimanche avant la réouverture progressive des mosquées, églises et temples du Togo. Les lieux de culte vont rouvrir progressivement conformément aux recommandations des autorités. La parole de Dieu, confinée sur les réseaux sociaux, va retrouver partiellement les fidèles. Mais la fermeture des lieux de prière n'a pas empêché la méditation de la parole de Dieu. C'est cette parole qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Elle ajoute que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Alors, pourquoi ne pas partager? Tout n'est-il pas que vanité? Depuis quelques mois, d'importantes personnalités abandonnent titres, gloire et fortune pour un voyage sans fin. Pierre Nkurunziza, président du Burundi, Eden Kodjo, ancien Premier ministre du Togo, Maître Janvier Agboibo, également ancien Premier ministre du Togo, Emmanuel Izozé Ngonde, ancien Premier ministre du Gabon, et cette semaine, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. La mort est-elle en contentieux ouvert avec partiellement les chefs, particulièrement les chefs de gouvernement? De leur vivant, ont-ils suffisamment partagé et donné à ceux qui n'en ont pas assez? Sont-ils partis avec leurs belles voitures, leurs luxueux villas et les billets de banque? Pourquoi ne pas partager donc? Dans un monde en crise, les anciens premiers ministres ne peuvent ne pas avoir les mêmes soucis. Au Togo, Agbemé Kodjo est introuvable. Le candidat à la dernière présidentielle n'a pas répondu à la 4e convocation de la justice. Comment expliquer ce refus? Le 22 février 2020 n'est-il pas en train de jouer les prolongations? En 2010 déjà, les lendemains de l'élection présidentielle ont été rythmés de marches hebdomadaires. Sommes-nous dans le même cas de figure avec juste des changements d'acteurs et de cadres? Les juges seraient-ils en train de prendre les places des policiers et gendarmes traditionnellement autour des contestataires? La justice togolaise, invitée par ailleurs dans un dossier de présumés milliardaires, la famille Adiakli répond au journal Alternative par une convocation. Comment comprendre une telle démarche? La présente option est-elle la bonne? Qu'est-ce qui va être contesté? Le niveau record des fonds en question ou leur implication dans une opération qui leur est totalement inconnue? Pourquoi la révélation n'aurait-elle pas intéressé ceux qui représentent le contribuable togolais? En pleine pandémie, ce contribuable se bat tel un diable, mais se bat-il assez, notamment contre le virus? Pourquoi baisse-t-il la garde en se retrouvant de nouveau en masse dans les funérailles et des fêtes? Les autorités rappellent les Togolais à leurs responsabilités. Pourquoi sont-ils devenus moins frileux devant la menace de la Covid? Aimé Gogué, président de ADI, est notre invité. Professeur, bonjour. Bonjour Pierrot. Le D12 de ce dimanche est une mise en onde de Venceslas Bogakudoyo. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Professeur, je parlais tantôt de la prochaine réouverture des lieux de culte. Quelle est votre confession religieuse? Je suis catholique. Vous êtes content que dimanche prochain, les lieux de culte soient de nouveau accessibles? Non, d'un côté, on peut être content que les lieux de culte soient ouverts, mais de l'autre aussi, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il faut une certaine discipline de Togolais. Parce que le Covid, c'est réel. Moi, j'ai perdu un cousin qui est mort du Covid. Il était en mission en Centrafrique, il est décédé de Covid. Donc, Covid, c'est une réalité. Il faut que les gens puissent respecter les consignes, les mesures barrières que le gouvernement a dictées, et ensuite que l'OMS a approuvé et qui se répète un peu partout. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est bon d'avoir ouvert les lieux autorisé l'ouverture des lieux de culte, mais il faut que vraiment, véritablement, j'en prie, les Togolais doivent être un peu plus disciplinés. C'est la première fois que j'ai en face de moi quelqu'un qui a perdu un de ses proches dans cette histoire. Et que faisait-il en Centrafrique? Non, il était en mission. Il était en mission pour la sécurité en Centrafrique. C'est un militaire? C'est un commissaire. Non, c'est un commissaire de police. Parce qu'on raconte plein de choses autour de cette maladie. Certaines ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Moi, j'ai des amis qui m'avaient réellement surpris que non, il n'y a pas 2 semaines. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je viens de perdre quelqu'un qui est mort du Covid-19. Donc, il faut vraiment que vous soyez un peu plus sérieux que ça. Il est possible que dans certains cas, peut-être le comportement de certaines personnes qui sont censées gérer le Covid dans certaines régions ne soit pas aussi sérieux que cela. On raconte des histoires, bon, peut-être que ce n'est pas vrai, que des gens ont traversé la frontière, ceux qui ont payé l'argent,
ils sont pu passer sans problème. Ceux qui n'ont pas payé, on les garde parce qu'ils ont le Covid. Vous voyez, il faut qu'on arrive à discipliner d'abord les agents qui doivent gérer le Covid. Ensuite, il faut que les gens soient un peu plus sensibilisés, prennent ça très au sérieux. Parce que c'est dramatique ce qui peut arriver avec le décès de Covid-19. On sent doute que votre parent, il est enterré là-bas. Non, on a ramené le corps, il a été enterré à Dakar. Mais c'était scellé. Je parlais de la réouverture des lieux de culte et ça à partir de vendredi prochain par les mosquées et puis par la suite les temples. Et quelles doivent être les toutes premières prières que les fidèles togolais doivent adresser au Seigneur? Non, on a toujours la prière de santé. Nous espérons tous que le Covid, on va arriver à trouver les médicaments, le vaccin et les médicaments pour ça. On peut prier pour ça. On peut prier évidemment pour la paix, la sécurité chez nous. Évidemment, nous avons une paix très précaire. Je dirais même une fausse paix. D'accord, il faudra que nous ayons une paix sincère, une paix véritable, que les Togolais puissent s'entendre, cohabiter bien ensemble. C'est quoi une paix qui n'est pas sincère? Une paix qui n'est pas sincère, c'est comme une paix basée sur la peur. Lorsque une partie de la population a peur nécessairement, quand tu parais calme, bon, ce n'est pas une paix acceptée. Ouais, donc ça peut exploser à tout moment. Donc nous sommes sur un charbon ardent, on ne sait pas quand ça peut exploser. Donc nous ne voulons pas que ça explose. Donc il faut une véritable paix où les gens sont conscients, acceptent ce qui se passe. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression que tous les Togolais acceptent de bon cœur la situation dans laquelle on vit actuellement. Ce que vous dites, c'est clair que de Lomé à Saint-Cassé, on a la paix sur l'ensemble du territoire. Et vous dites que c'est une paix qui est précaire, selon vous. Mais on sait une chose, c'est que les autorités togolaises ont une proximité avérée avec les milieux religieux, de même que les populations du Togo qui prient abondamment et mettent dans leur comportement de tous les jours. Et on ne sent pas cela. Et on sent que les gens n'obéissent pas forcément aux recommandations de la Bible. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, et de donner à ceux qui n'en ont pas suffisamment. Mais est-ce que vous sentez que les Togolais... Non, je suis d'accord avec vous. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'une fois que vous priez, tout ce que vous avez fait comme péché, c'est disparu. Bon, c'est vrai que ça peut aider. Mais si vous-même, vous n'avez pas un comportement décent, un comportement qui suit ce que vous dites en prière, il va être sûr que c'est difficile que cela se réalise. Moi, je sens de plus en plus que les gens sont très faux. Moi, j'ai discuté plusieurs fois avec des hommes religieux, pour leur dire, mais écoutez, je ne comprends pas ce comportement où vous semblez ne pas jouer le rôle de guide moral, spirituel, moral, pour dire aux gens, écoutez, je suis d'accord que vous ne pouvez pas prendre une position contre quelqu'un dans la vie comme ça, mais c'est lorsque quelqu'un a un comportement, je dirais pas amoral, mais qui ne suit pas les Écritures, vous êtes en mesure de leur dire que, mon cher, ça ne va pas. C'est pourquoi la position de l'Église, de plus en plus, moi, je trouve ça correct. Je leur ai dit parfois, bon, vous pouvez avoir des enfants. De l'Église catholique? Catholique, je suis catholique. Je leur ai dit, écoutez, surtout de mes amis du NIR, je leur ai dit, écoutez, vous dites que l'Église catholique, depuis quelque temps, on pense que l'Église catholique avec l'opposition. Il dit, mais non, vous pouvez avoir deux enfants, mais lorsque les deux enfants se querellent, il y a un enfant qui agit mal, vous êtes obligé de lui faire des remarques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vos enfants. Vous pouvez aimer les deux, mais quand même, lorsque quelqu'un exagère un peu, vous êtes obligé de lui dire. Donc, je voulais que ce soit quelque chose qu'on le sente, que ce soit un peu plus affirmé, pour qu'on sache que lorsqu'on fait des erreurs, on a besoin d'être un peu plus regardant et un peu plus marcher sur les paroles de Dieu. Ce n'est pas les paroles de l'Église et de la Bible seulement, c'est en fait dans notre propre culture africaine, c'est la même chose. Vous sentez qu'il y a beaucoup de fautes dans le pays? Je sens beaucoup, il y a beaucoup de fautes. Mais on estime aussi qu'il y a beaucoup de fautes parmi les acteurs politiques. Vous savez, nous héritons, mais ce que je dis souvent aux gens, bon, c'est que les acteurs politiques, c'est un échantillon de la population. Vous ne pouvez pas penser, évidemment ça c'est une idée généralement répandue, on pense que les hommes politiques c'est des faux, c'est des corrompus, etc. Mais c'est un échantillon de la population. Si vous pensez qu'ils sont comme ça, c'est pas, on ne passe pas un concours pour devenir homme politique.
Ça veut dire qu'il y a un concours pour voir les plus corrompus, ceux qui mentent le plus pour les sélectionner, pour qu'ils deviennent hommes politiques. Non, c'est un échantillon de la population. Si vous pensez que tous les hommes politiques au Togo sont faux, automatiquement toute la population... Non, mais en fait, de plus en plus, c'est pas que tous les acteurs politiques soient faux. C'est clair que vous aussi, vous dénoncez un certain nombre d'éléments dans notre société et que vous comparez à des faux. Et au niveau des acteurs politiques, c'est la même chose. C'est ce que je suis d'accord. Qu'il y ait des faux, des corrompus au niveau des hommes politiques, ça c'est... Mais ce qu'il y a, c'est vous qui êtes devant. Vous devez être des références. Mais il y a parmi nous, il y a des gens qui sont des références. Il y a des hommes politiques qui constituent des références. Comme qui, par exemple? Moi, je ne vais pas donner des exemples. Je ne vais pas vous donner des exemples. Mais vous, par exemple? Vous devez... Bon, moi, je pense que je pense... Mais d'autres vont dire que c'est le plus corrompu du monde. Donc c'est pourquoi je ne veux pas dire moi. Mais il y a des gens qui sont des référents dans ce pays au niveau de moralité, de la corruption, etc. Donc il ne faut pas... Non, c'est tout ce que je dis. On ne peut pas dire que tous les hommes politiques sont faux, sont corrompus dans ce pays. Ça n'existe pas, ça. Dans tout pays, dans tout échantillon de la population, il y a des gens corrompus, il y a des gens non corrompus. Des gens qui sont droits, qui disent ce qu'ils pensent, etc. Il y a certains même qui pensent qu'on ne doit plus vous appeler des hommes politiques, que vous êtes juste des animateurs de la scène politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des hommes politiques, nous avons des ambitions pour le pays, nous avons des ambitions pour nous. Et c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous sentez que les gens ont réellement des ambitions pour le Togo? Beaucoup. Beaucoup plus que vous ne le croyez. Beaucoup plus que vous croyez. Même je crois qu'il y a des gens du Nil qui ont des ambitions pour le pays. Il y a d'autres qui n'en ont pas, qui pensent plutôt à eux, mais il y a des gens qui ont des ambitions pour ce pays. Donc il ne faut pas... Vous savez les sacrifices que les gens font depuis 1990 et les gens se permettent le luxe de raconter n'importe quoi sur eux. Ça, je le regrette beaucoup. Je crois que nous devons nous ressaisir. Il ne faut pas tout mettre dans le même bateau, dans le même sac. Comme je dis, parmi nous, il y a des gens corrompus, il y a des gens sans foi, ils agissent sans foi ni âme, mais parmi nous aussi, il y a des gens intègres qui ont des ambitions, qui ont des visions pour ce pays. Face aux critiques, face aussi au fait que vous n'avez pas de résultats, pourquoi vous ne raccrochez pas? Pourquoi on va raccrocher? On a un objectif qu'on n'a pas encore atteint. Pourquoi voulez-vous qu'on raccroche? Cet objectif-là est... C'est l'alternance et une meilleure vie pour les Togolais. Il paraît lointain finalement pour le Togo. Est-ce que c'est une idée d'avoir... Est-ce que c'est mauvais d'avoir une ambition de bonnes choses pour son pays? Non. C'est l'ambition qui fait marcher les choses. Ça dépend maintenant si tu as une ambition pour toi-même, pour le pays ou pas. C'est très difficile à réaliser, comme on le voit. Mais je crois que c'est une bonne idée que de la t'abandonner. Je parlais à l'entente de cette émission, j'ai posé cette question, pourquoi ne pas partager? Parce que nous évoquons la réouverture prochaine des lieux de culte où sans doute on va rappeler encore les principes qui doivent guider nos pas. Et au Togo, on a constaté que justement depuis la survenue de la Covid, de plus en plus de Togolais sont en difficulté. On raconte des histoires incroyables, notamment dans les villages où les gens ont des difficultés à se nourrir. Dimanche est passé, Nicolas Lossois nous racontait une histoire ahurissante. Il avait dit qu'il avait donné 200 francs à quelqu'un quand il était dans le nord, précisément à Kara, et que 200 francs représentaient pour lui beaucoup d'argent. Mais pourtant, dans ce pays, on estime qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, comme vous le dites très bien, ce n'est pas l'Église seule qui le dit, ce n'est pas les églises, ce n'est pas les mosquées qui le disent. Dans nos traditions, la conception, c'est de partager. À quoi sert d'être dans un îlot d'opulence alors que tous les autres sont pauvres? Donc la question se pose. Et ce qui est grave, bon, pour peut-être un peu qui contredit un peu ce que j'avais dit, les très riches au Togo, c'est des hommes politiques. Ils sont venus pauvres en étant dans la politique, ils s'enrichissent. Mais comment est-ce que c'est possible puisque ce n'est pas des hommes d'affaires? Oui, c'est ça, c'est la réalité. C'est pourquoi je dis ça contredit en partie ce que j'avais dit. Mais c'est vrai que c'est ça, ils se sont enrichis en politique au détriment de la population. Parce que si un homme politique s'enrichit parce qu'il occupe un poste politique, c'est très grave parce que c'est les ressources du pays, c'est les ressources de cette population. Bon, pourquoi? Vous voyez, dans notre situation, c'est un peu... Dans les pays où il y a instabilité politique, ce qui constitue même l'une des causes de la fragilité de nos pays. Lorsqu'il y a instabilité politique, l'homme politique qui est là pense
que peut-être demain, il ne sera plus là. Il ne récupérera plus son poste. Parce qu'il ne sait pas ce qui peut arriver. Même fort aujourd'hui, il ne sait pas si demain, il va dégager ou pas. Donc, lorsque vous êtes dans une telle situation, votre préoccupation, c'est le jour au jour, quoi. Vous prenez ce que vous pouvez dans la journée et vous pensez, demain, chaque jour fait son, comment on dit ça là, il y a une expression. Chaque jour suffit sa peine. Suffit sa peine. Alors, avec ça, ça détruit les liens sociaux. Donc, chacun pense à lui chaque jour. Et on ne partage pas, ce qui est fortement regrettable. Lorsque nous avons notre programme, ou bien même lorsqu'on avait fait la révision, la proposition de révision constitutionnelle, je me rappelle, c'était ici qui avait beaucoup insisté sur le fait qu'on parle de répartition des richesses dans la proposition de révision constitutionnelle. C'est un problème qui se pose dans nos pays, surtout dans les pays. Au Togo, je crois, les inégalités de répartition de revenus, les inégalités sont beaucoup plus, augmentent, alors que chaque pays doit viser à réduire ses inégalités. Mais malheureusement, ici, ça augmente. Malheureusement, les gens ne veulent pas partager et ils oublient. Il y a plein d'histoires où les gens très riches meurent dans la pauvreté ou bien meurent, ils accumulent des choses et les enfants, leur génération ou bien leur progéniture gaspillent ces ressources. Ouais, c'est des questions qu'on doit se poser, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça ne semble pas trop nous préoccuper. Vous parlez de cette proposition qui n'avait pas prospéré, sans doute qu'aujourd'hui il y a de nouveaux députés à l'Assemblée nationale, il y a sans doute bientôt de nouveaux ministres qui vont venir. Quelles sont vos propositions pour qu'éventuellement l'État puisse aider ou inciter ceux qui ont plus à faire bénéficier le surplus à ceux qui en ont moins? Parce qu'il est curieux que des riches traversent des torrents de pauvreté avant d'aller chez eux, notamment quand ils rentrent dans leur village. L'État peut faire, mais l'État ne peut pas tout faire. Je crois que c'est un comportement, c'est la morale, hein? C'est un devoir qui nous revient tous. Je crois que les leaders d'opinion, les leaders moraux doivent beaucoup s'impliquer. Nous avons pensé à la loi, mais la loi n'allait pas tout résoudre du tout. Mais il faut plutôt qu'un changement de comportement de nous tous. Et c'est ça, je ne sais pas, c'est pas l'éducation qu'on peut y arriver. Il faut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. Évidemment, s'il y a déjà le problème, si on élimine le problème d'impunité, ça peut aider. Si on parle de l'enrichissement, vous savez, rappelez que moi j'avais fait une proposition de loi concernant l'enrichissement illicite. Évidemment, un homme politique qui s'enrichit du jour au lendemain, on ne sait pas d'où ça vient. S'il est sanctionné, je crois que ça peut donner un exemple aux autres pour savoir comment se comporter. Et à partir de ce moment, les ressources publiques ne vont pas être accaparées par quelqu'un, ça peut être mieux redistribué dans le pays. Malheureusement, cette proposition de loi n'a pas pu passer. Vous évoquez des acteurs politiques qui deviennent immensement riches. Ils sont de l'opposition ou ils sont du pouvoir? Comment un homme politique qui a de l'opposition peut devenir riche? C'est les hommes qui sont au pouvoir. Ou est-ce que quelle possibilité l'homme de l'opposition va s'enrichir à partir de son acte politique, puisqu'il n'a aucun menu, aucun levier de comment? Il n'y a pas très longtemps, quelques années, le chef de l'État dénonçait une minorité qui avait plus de moyens, donc il faisait allusion carrément à ses partisans. Bien sûr, à ses partisans. Oui, mais que doit-il faire? Non, c'est ce que je disais, l'impunité, la loi sur l'enrichissement illicite que nous avons proposé, si ça passait, évidemment, les gens doivent justifier d'où viennent leurs richesses. À partir de là, on les sanctionne s'ils ne sont pas clairs. On peut les sanctionner. Mais c'est sérieux. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il a un marché, bon, c'est pas nécessaire, c'est pas au Togo, hein. Il a un marché, et pour qu'on lui libère les sous, celui qui doit signer la libération des sous, voulait 50 000 $. Et c'est 50 000 $, c'est beaucoup. 50 000 $. 50 000 $. Tu n'as pas droit à ça. Moi, 50 000 $. Mais c'est sur le continent africain. Oh, bien sûr, ils ne sont pas trop loin de nous. Mais c'est ça la situation. Il y a cette
curiosité, je ne sais pas si on doit parler de curiosité, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, cet enchaînement de disparitions d'acteurs de premier plan, j'ai cité dans l'introduction l'actuel Premier ministre Gon Coulibaly de Côte d'Ivoire, il est candidat même à l'élection présidentielle et il est mort. Le président Pierre Nkurunziza du Burundi, il est mort. Ngondé, c'est un ancien premier ministre du Gabon, il est mort, ou encore deux anciens premiers ministres du Togo, Abouibo et Demkodjo. Et sans doute que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ou relativement, qui ont des connaissances, qui ont des biens matériels qu'ils ont laissés. Et ils sont partis sans emporter tous ces biens-là. Est-ce que ça ne donne pas à réfléchir à ceux qui sont encore vivants et qui ont immensément de moyens et qui les gardent? Et un jour, ils disparaîtront, eux aussi, en laissant ces biens-là. Non, j'ose espérer que ça va donner des leçons. Surtout, le problème dans nos pays, c'est parfois des accumulations que les gens font et ils n'investissent pas. Dans certains pays, bon, peut-être qu'ils sont riches, mais peut-être en ayant des actions, ou bien en ayant créé des entreprises qui sont sur des bases solides, qui vont prospérer après leur disparition. Mais si c'est des gens qui ont accumulé l'argent, je ne pense que je ne peux pas affirmer que c'est le cas de nos anciens premiers ministres qui sont décédés. Bon, mais je ne peux pas l'affirmer. Mais si c'est des gens qui ont accumulé de l'argent quelque part, il va de sorte que rapidement les progénitures vont dilapider ces sous et c'est fini. D'un côté, j'ose espérer que ça va donner des leçons à nous les vivants et que bon, nous serons un peu plus prudents, que nous allons mourir un jour et nous n'allons pas. Je sais, un de mes cousins qui avait chanté, vous devez avoir entendu ça, la mort est bandite. Et que la mort a frappé tel président, il vient sans demander audience, etc. Donc si, malheureusement, nous savons ça, mais malheureusement, on se comporte comme si la mort n'existait pas. Professeur Meïgougué, vous êtes également président du parti politique ADI, vous avez été ministre, je ne sais pas si vous êtes riche. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Non, je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous en avez un peu? Non, j'en ai pas, mais mes enfants sont bien formés. Ouais. Alors si j'ai besoin d'argent, je sais que ma pension ne me suffit pas. De temps en temps, je demande à mes enfants de venir. Alors, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous avez fait former vos enfants, c'est ce que vous voulez dire. Ouais, donc l'appel que vous lancez, c'est que les gens puissent penser à plus la formation. Il faut former les enfants, il faut leur donner, je voulais dire des armes, il faut leur donner des atouts pour pouvoir se défendre dans la vie, pour pouvoir prospérer dans la vie, au lieu de leur laisser des sommes qui vont dilapider. Ce que j'ai comme minimum, si ça me suffit, ça va. Pourquoi je vais avoir beaucoup d'argent? À quoi ça va me servir? Sur ces questions existentielles, après réflexion, Nicolas Lawson, qui était avec nous dimanche dernier, il a dit que finalement, l'humanité ou les humains doivent énormément tirer leçon de ce que nous vivons depuis quelques mois maintenant, à savoir le coronavirus. Lui, il préconise même qu'au Togo, on ne doit plus parler de cette guerre fratricide entre opposants et mouvanciers, que les Togolais doivent se définir tout simplement en Togolais qu'un acteur militant pour l'opposition ou un acteur militant pour le parti au pouvoir. Quelle est votre appréhension de ce qu'il a dit? Est-ce que c'est réfléchi ou pas? Non, ce qu'il dit d'un côté, bon, et on ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir en tant qu'opposant, en tant que parti au pouvoir, non. Mais tout ce que moi, je l'ai dit, hein, je l'ai écrit et je l'ai dit plusieurs fois, que ce que j'ai regretté au niveau de ce gouvernement, c'est que lors du discours du 1er avril du président, lorsqu'il a donné le programme contre le coronavirus, il disait, riposte coronavirus, il utilisait plus souvent le mot ensemble. Ensemble, on doit faire ça, ensemble, on doit faire ça. Mais malheureusement, dans le comportement du gouvernement, on ne sent pas cela. Je dis que dans des crises aussi profondes, il faut que toutes les bonnes volontés de ce pays réfléchissent ensemble pour trouver des solutions à la crise. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas de l'opposition. Si j'ai des idées pour comment combattre le coronavirus, sur comment trouver des allégements pour la population dans le coronavirus, je les apporte au gouvernement. Le gouvernement doit les travailler et prendre une décision. Donc le gouvernement ne peut pas se mettre seul quelque part, réfléchir pour trouver une solution. Non. On doit utiliser toutes les intelligences qui existent aussi bien dans l'opposition comme dans le gouvernement pour formuler une stratégie contre le coronavirus. Mais je pense que le gouvernement ne le fait pas. Donc de ce côté, qu'on soit réfléchisse ensemble comme Togolais pour combattre le coronavirus, d'accord avec lui. Mais évidemment, ça n'empêche pas que je pense
que je suis de l'opposition, l'autre est du pouvoir. Le coronavirus, donc, c'est un défi pour l'humanité et pour le Togo. Et au-delà du coronavirus, il y a d'autres défis. C'est en réalité, en ces termes-là, que pense Nicolas Lawson. C'est que pour que le Togo se développe demain, pour que le Togo puisse gagner un certain nombre de batailles, il faudrait que, après 30 ans de processus parfois chaotique, il faudrait que les Togolais puissent se remettre en question. En réalité, c'est le sens de son adresse. Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, c'est ce que je dis. Quand j'ai parlé du coronavirus, je ne sais pas si peut-être vous n'avez pas lu ce que j'avais écrit, j'avais dit que je regrette. En fait, il y a eu quelque chose qui m'avait marqué. Il y a ce problème du coronavirus et la crise qui a suivi le décès l'assassinat du colonel Majorba. Je disais que le décès, ce n'est pas uniquement, c'est un problème qui s'opposait. Vous vous rappelez, les jeunes de Tiou s'étaient révoltés, de Niamtougou s'étaient révoltés. Il y a eu des tirs à balles, pas réels, mais des tirs balles blanches sur la population. Moi, j'avais interpellé le gouvernement. J'ai dit non. Lorsqu'il y a de tels problèmes, ça interpelle tout le monde, tous les Togolais, particulièrement les enfants, les jeunes, les gens de Niamtougou. Ce n'est pas question d'opposition, de parti au pouvoir. Donc, lorsqu'il y a des problèmes aussi importants dans la vie, il faut que tout le monde puisse apporter sa contribution. Maintenant, celui qui est au pouvoir, lui, il va à partir de là, il va partir la stratégie pour résoudre le problème. C'est ça. Donc, sa réponse, c'est en lien avec ce que M. Le... Ce sectarisme ou ce communautarisme, si on peut le dire ainsi, est caractéristique de l'action politique au Togo depuis quelques années. Oui. On a vu des manifestations qui n'ont rassemblé que des communautés données. Il n'y a pas très longtemps, c'était les thèmes autour du PNP qui avaient véritablement manifesté contre le pouvoir en place. La dernière fois, vous évoquez la situation du colonel Madjoulba, et il y avait des manifestations dans le Doufelgou, et puis c'était le calme plat partout. Comment comprendre ça? Les Togolais ne se retrouvent pas forcément où il n'y a pas de situation qui mobilise l'ensemble des Togolais. Quand même, il faut reconnaître que pour le PNP, ça a d'abord commencé avec les thèmes, mais généralement ça a généralisé. Même si on reconnaît quand même que les thèmes étaient beaucoup plus beaucoup plus engagé dans cette histoire. Au début. Même à Palimé, on a constaté quand même que c'est des zones... Et dans beaucoup d'endroits, évidemment, c'est eux, mais quand même, d'autres Togolais se sont joints à cela. Bon, évidemment, il reste beaucoup. Le Majorba, c'est surtout, pas surtout, on peut dire exclusivement, tout. Parce que c'est un problème qui... Pourquoi, par exemple, on n'a pas manifesté à Néro pour savoir pourquoi est-ce qu'on a tué un colonel? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas manifesté à Daparon pour demander ça, parce que voilà aussi la question. Non, bon, c'est... Bon, vous savez, on n'a pas encore atteint la nation togolaise, ça va y arriver, il faut y travailler. Mais il faut reconnaître qu'il y a des thèmes qui peuvent préoccuper tous les Togolais. Il y a d'autres qui ne préoccupent pas tous les Togolais, qui préoccupent la population. Des thèmes comme quoi, par exemple? Non, c'est qu'on a parlé de l'assassinat de Majorba. Même si je peux vous dire que tous les Togolais se sont sentis interpellés par ce qui s'est passé. Tous les Togolais. Mais jusqu'à aller aux manifestations, ça c'est autre chose. Mais peut-être c'est l'environnement politique qui a fait que les gens n'ont pas tous été mobilisés pour ça. Mais ses frères, ses parents se sont sentis beaucoup plus concernés. Les autres se sont concernés au niveau des droits de l'homme. Parce que si vous avez vu partout les écrits sur les réseaux sociaux, à cette période, les gens étaient préoccupés. Mais ils n'ont pas dépassé ce niveau de droits de l'homme pour aller jusqu'à manifester. Parce que aussi l'environnement ne permet pas les manifestations. On espère que s'il y a des préoccupations nationales, peut-être vous avez vu ce qui est arrivé au Soudan, la hausse du prix du pain, ça a été national. Donc là, on verra bien. C'est vrai, il y a eu cette histoire de Madjoulba, et puis par la suite, il y a eu un autre colonel qui était également mort. Sur le premier cas, des enquêtes sont en cours. Est-ce que vous pensez qu'on aura les délais passés il y a plus d'un mois, non? Du coup. Mais comme toujours, les enquêtes de ce type n'ont jamais donné de résultats au Togo. C'est fortement regrettable parce qu'on en a besoin, parce qu'un colonel qui dirigeait un corps d'élite qui est assassiné dans son bureau, on ne dit pas qu'il est mort, on sait qu'il a été assassiné dans son bureau.
et que jusqu'à présent on ne donne pas les résultats de l'enquête, c'est quand même c'est très grave pour le pays, c'est sérieux. Et pour l'armée et pour la population togolaise. Là aussi, c'est des soucis d'impunité. Oui, c'est lié à l'impunité. Parce que si quelqu'un fait, si je suis sûr que l'enquête a permis de déterminer, je suis sûr à 80% qu'on peut avoir situé les responsabilités. Mais si on ne dit pas les responsables, évidemment, la personne ne sera pas sanctionnée. Mais je crois poser un acte aussi grave, même si l'être humain ne sanctionne pas, Dieu va s'en occuper. C'est vrai? J'ose espérer. Parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de crime continuer. Ça devient un pays de bandits. Je parlais tantôt de mouvanciers ou d'opposants et des thèmes qui ne feront pas forcément plaisir à certains acteurs, notamment Nicolas Lawson, que nous avions reçu ici dimanche passé. Mais c'est toujours un mouvancier ou un opposant et qu'on continue par évoquer et la dernière élection présidentielle. Et puis, cette semaine, il y a eu de nouveaux développements autour de cette élection. Est-ce que vous êtes surpris qu'on continue pas à parler encore d'une élection dont les résultats ont été officiellement donnés et un candidat est déclaré vainqueur a prêté serment? Est-ce que vous êtes surpris qu'on continue pas à parler de cela? Surpris, oui et non, parce que nous ne sommes pas satisfaits des résultats qui ont été déclarés officiellement. Nous avons dit les poursuites contre Gomez ne sont pas justifiées parce que ça rentre dans l'éducation. C'est une affaire politique qui doit être réglée politiquement et non par la justice. Nous sommes surpris d'abord que la justice s'en prenne toujours à lui, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves qui se posent directement, mais que la justice ne dit rien. Bon, vous savez que nous ne sommes pas, pour nous, les élections n'ont pas été une élection. Pour dire, et beaucoup de partis politiques de l'opposition, beaucoup de candidats de l'opposition, ce n'était pas une élection que nous avons eue le 22 février. C'était quoi? Pardon? C'était de la pagaille. Non, c'est quand même dramatique ce qui s'est passé le 22 février. Bon, il a été déclaré élu, mais vraiment, ce n'est pas des élections. Bon, que Agbomé conteste, et nous tous nous sommes dans cette logique, nous contestons. Il y a peut-être une nuance entre nous. Agbomé dit que c'est lui qui a gagné. Bon, nous disons comme ce ne sont pas des élections, c'est difficile de dire que quelqu'un a gagné ces élections. C'est la seule différence. Mais sans quoi nous ne sommes pas satisfaits. Et que ça revienne, mais malheureusement, par la justice, c'est ça qui est surprenant. Venant de vous, même s'il y a ces nuances, est-ce que ce n'est pas insidieusement une manière de faire croire qu'il y aurait une crise post-électorale? Bon, il y a une crise post-électorale, peut-être qu'il ne se manifeste pas, mais il y a une crise post-électorale parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu des élections que quelqu'un a gagné ici. Peut-être que par des artifices, il peut réussir à tout maîtriser, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crise. Une crise, c'est que bon, tout le monde se met d'accord. Évidemment, si on dit que quelque chose a été imposé, c'est de ça qu'il parlait de paix aussi. Si quelqu'un s'impose, on pense qu'il n'y a pas de crise, ok, peut-être c'est ça, mais ça ne va pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous allez faire, vous personnellement? C'est vrai que vous ne parlez plus beaucoup de ce qui s'est passé le 22 février. Cela veut dire que vous abdiquez. On abdique, on ne peut pas abdiquer facilement ainsi, mais il faut voir la stratégie la plus idoine pour agir. Il faut développer évidemment, nous n'acceptons pas de bon cœur ce qui s'est passé le 22 février. Vous l'acceptez quand même finalement, puisque... Non, on ne l'accepte pas de bon cœur. On l'accepte pas, on l'accepte pas. Bon, vous pouvez ne pas accepter quelque chose qui s'impose à vous. Ça, c'est quelque chose qui s'impose et quelque chose que vous acceptez, c'est deux choses différentes. C'est vrai que quand on évoque des crises post-électorales au Togo, c'était connu que c'est soit des manifestations de rue, soit... Oui, actuellement, vous savez que c'est difficile de faire des manifestations. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est des manifestations de rue avec la présence des forces de l'ordre. Là, il y a le Covid aussi qui nous arrête. Ouais, là, nous sommes sur un théâtre qui est relativement différent. Voilà. Ça se fait à la justice. Est-ce que finalement, on ne doit pas privilégier la justice à la violence? Non, personne. Vous savez, moi, je suis pour la non-violence. C'est a priori.
Mais ce ne sont pas toutes les manifestations, ce ne sont pas les manifestations qui sont violentes. Ce n'est pas parce que les gens manifestent, on dit qu'il y a violence. Ça dépend de ce que vous mettez dans cette manifestation. Recours à la justice, oui, dans un pays normal où la justice est correcte, c'est une bonne chose. Mais lorsque les institutions ne respectent pas la Constitution même, sont assujetties à un seul parti politique, vous comprenez que c'est difficile d'avoir recours à la justice. Est-ce que dans le cas spécifique, Agbobé qui est convoqué pour la 4e fois, il a dit qu'il n'allait pas se rendre et puis après, il est devenu introuvable. Est-ce que vous partagez la situation qu'il vit actuellement avec lui? Dans quel sens? En fait, dans le sens où on ne sait pas où, il se trouve. Peut-être qu'il nous écoute, peut-être que... Vous savez, pour moi, c'est très difficile d'apprécier. C'est la même situation qu'Adjadam qui est entre guillemets introuvable. Quand quelqu'un pense, c'est difficile pour moi d'apprécier l'appréciation, je m'excuse, l'évaluation de la situation sécuritaire de quelqu'un. Vous comprenez? Quand ils disent qu'ils sont en insécurité, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise sur ça? Je ne peux pas le dire. Personnellement, je n'ai jamais quitté le pays, je n'ai jamais fui. Vous voyez? Quel que soit vrai ou faux. C'est clair que vous ne vous êtes jamais déclaré vainqueur d'une élection, si. C'est pas parce qu'on se déclare. Mais combien de gens se sont déclarés vainqueurs auparavant? Jean-Pierre s'est déclaré vainqueur au Sénat des élections. Et Kilkri s'est déclaré vainqueur. Et Baba Kitani s'est déclaré vainqueur. Ils ont fui. Mais maintenant, ça dépend de l'appréciation que vous faites. Peut-être Jean-Pierre apprécie sa sécurité ou bien d'une manière donnée que Agbomé n'a pas le même type d'appréciation. Oui, mais en fait, les cas que vous évoquez, ceux-là s'étaient déclarés vainqueurs, mais ils n'ont jamais été amenés devant les juges. Mais ça dépend, tout dépend. C'est très compliqué. Combien de fois Jean-Pierre était en justice ou bien combien de fois même il a été au commissariat. Dans le cadre d'une élection? Pas nécessairement, mais combien de fois on a investi sur lui? Vous savez qu'on a Je suis d'accord. Mais là, nous parlons d'élections. Oui, dans les élections, avec ces réclamants, lorsqu'on faisait des marches au FRAC, est-ce qu'on n'a pas, on n'est pas venu interpeller et venir chez lui à domicile et jeter des gaz à lacrymogène? On a fait ça? Oui ou non? Oui, on a fait. Oui. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que Agbomé aurait dû rester? Non, c'est ce que je dis. En même temps que il peut rester, mais en même temps, je ne sais pas quel niveau d'appréciation se fait des risques. Vous voyez, chacun évalue le risque selon sa propre conception. Peut-être que quelqu'un peut dire que ce qu'il encourt là, c'est minime, mais lui peut penser que c'est important. Peut-être qu'il a certaines informations qu'on n'a pas, et c'est là qui a fait qu'il est devenu introuvable. Donc pour moi, c'est très difficile. Dans certaines circonstances, les gens restent. Moi, je n'ai jamais quitté le pays. Jamais. Même si il y a des rumeurs, bon, j'ai dit c'est des rumeurs. Je préfère dire que ce sont pas c'est de fausses rumeurs, que je suis en danger. Je préfère dire que c'est de fausses rumeurs. À sa place, vous quitterez pas? Je ne suis pas sûr. Vous resterez? Ouais. Depuis cette élection du 22 février, et on a l'impression, je ne sais pas si c'est juste une impression, vous me direz, que l'opposition est dans un état comateux et moribond. Ou est-ce que j'exagère un peu? Oui et non. Oui, parce que comme on ne nous entend pas, et puis ensuite, il n'y a pas de manifestation. Tout se passe comme si il y a un gros boulevard devant le régime en place. Ça, c'est une idée. Mais en même temps, je vous dis, la situation, l'environnement sanitaire aussi n'aide pas tellement. Et puis, vous savez, c'est un peu compliqué. Nous venons d'une élection où il y a des positions différentes entre nous. Je vous l'ai dit, il y a une position d'Agbomé, de la dynamique, et une position de nous, qui fait que c'est difficile d'avoir un langage cohérent qui sera bien compris de la population. Donc ça aussi, ça rend un peu difficile la situation. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans un état comateux. Bon, peut-être comateux, mais le médecin va nous révéler. Vous êtes inaudible, on ne vous entend plus. Les populations sont relativement désemparées. Oh, c'est trop dur parce que, vous savez, on fait de temps en temps des petites sorties sur le terrain. Moi, hier, j'ai fait presque tout. Je suis parti à Palimé, à Tapamé et je suis revenu.
Donc, peut-être qu'on ne nous entend pas sur les réseaux sociaux, on ne nous entend pas dans les médias, mais Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes un des anciens oui, de la scène politique avec la disparition de Maître Yaobi Aboibo, de oui, Denkodjo, et vous êtes un des anciens, et puisque depuis les années 90, vous étiez déjà là. oui. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous relever? Parce que est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous relever après ce qui s'est passé le 22? Oui et non. Oui, parce que, comme nous y croyons, maintenant, si on n'a pas, si on ne fait plus on ne fait pas un travail profond avec la population. Vous savez, le comportement, ce qui m'a le plus choqué le 22 février, bon, autant le comportement d'unir, mais il faut reconnaître que la jeunesse m'a beaucoup déçu. Moi, j'ai dit aux gens que je ne veux plus caresser la jeunesse et la population dans le sens du poil de la bête. C'est plus possible. Le comportement qu'ils ont eu, c'est totalement indécent. Et voilà des jeunes qui sont là, on maltraite leurs collègues dans les bureaux de vote, ils sont là, debout, ils ne réagissent pas. Ou bien eux, ils travaillent avec nous pendant des mois. Après, on leur propose 3 000 ou 4 000, ils sont capables de changer. C'est un grand travail de sensibilisation que nous devons faire pour qu'ils prennent conscience que le travail, que la lutte que nous menons là, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Ils doivent s'impliquer. Si on n'y arrive pas, il va de sorte que ce serait un peu plus difficile. Non, mais en fait, Ça, les gens qui sont vos délégués dans les bureaux de vote, oui, qui vous connaissent et oui. qui, pour 3000, ont dû Certains, oui. abandonner. Certains, oui. Oui, mais cela suppose que le pays a un grand problème. Alors. Le pays a un plus grand problème que vous ne le croyez. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Moi, j'ai été traumatisé par ces actions. Des gens qui peuvent être là, à côté des bureaux de vote, on tabasse une femme, ils ne réagissent pas. Comment vous pouvez croire ça? Non, le pays traverse une crise sérieuse. C'est cette crise morale que je dis. C'est vrai que, on peut dire, on a donné l'argent, peut-être nous avons été défaillants, etc. Mais nous avons travaillé avec des jeunes pendant des mois, qui à cause peut-être de 5 000 sont partis. Si vous voyez comment les délégués harcèlent nos responsables fédéraux parce qu'on n'avait pas payé les 2000. Les 2000. Ou bien parce qu'ils n'ont pas amené des PV. On dit, ah, il faut amener les PV pour qu'on vous paie. Comment ils harcèlent? Je me dis, mais ils font des services, des prestataires de services, ou bien ils luttent pour l'alternance dans ce pays. Mais c'est une question à laquelle on doit répondre. C'est vrai que c'est des questions qui sont posées à chaque élection et pour lesquelles non, mais pour 2020, c'est terrible. Avant, ça se posait, mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Ce qui s'est passé en février, mais faites des enquêtes, c'est sérieux. Les jeunes ont perdu tout repère. Ah, c'est Nicolas Lasson qui disait dimanche en citant le général Yadema autour de la conférence nationale, qui disait que le Togo risque de reculer 100 ans en arrière. Est-ce que là, le Togo est en train de connaître ce triste sort-là? Bon, je ne veux pas apprécier ça parce que je ne sais pas ce que c'est que... Oui, mais en fait, puisque pour 3 000 francs, peut-être pour 3 000 francs, il y a 5 ans, les jeunes dont vous parlez n'auraient pas les mêmes attitudes. Si 5 ans après, peut-être que dans 5 ans, pour 1500, ils auront des attitudes encore plus graves. Tout ce que moi je peux dire, c'est que nous traversons une crise morale sérieuse. C'est un peu question d'être politique à opposition unie. Moi je m'en fous si quelqu'un choisit de son âme et conscience qu'il est uni, il n'y a pas de problème. Mais à cause de 3000, changer complètement d'option, c'est tragique. C'est tragique. Ils ne sont pas malheureusement... Ils sont nombreux. Ils sont malheureusement pas aimés Gogé. Ils sont sans... Ah oui, c'est pourquoi je dis que nous avons un travail à faire. Ça nous revient. Même ce que je dis, ce n'est plus une action politique, ça. C'est une action morale. Que les gens puissent laisser de côté leurs principes pour prendre 3000, c'est ça qui est mauvais. C'est un pas politique, ça. Quand vous parlez de morale, nous évoquerons dans un instant aussi la situation dans les écoles du Togo avec ces histoires et des films porno tournés par un certain nombre d'élèves. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, c'est le professeur Aimé Gogé, président du parti politique ADI. Et comme le veut la tradition, tous les dimanches, ici au D12 de Pyramide FM, nous allons vous rappeler nos numéros 70 43 09 70. Et puis 87 50 34 37, je prendrai également les questions qui sont laissées par les auditeurs sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page
Facebook et dans les groupes des auditeurs. Nous avons un premier auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. C'est Pelé? Oui, Comment vous allez? très bien. Ok, allez-y. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Perret. Oui, vous êtes en train de faire votre sortie politique. là-dessus. Ok. Je voudrais demander actuellement ce qui se passe dans le pays. Et que nous sommes dans un pays où nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. L'institution exécutive, qui est dirigée par un président de la République, moi je vois que depuis le 3 mai, que le président prêtait serment, on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous avez visité, faire la visite au niveau du chef de l'État. À votre niveau, au parti à dit, est-ce que vous êtes toujours à la position des élections qui sont passées? Et parce que vous étiez candidat, est-ce que on vous a déjà réglé au niveau du financement des candidats? Parce que ça fait partie d'un processus. Vous devez prendre cette somme-là. Au niveau de votre parti, est-ce que c'est la sortie politique? Est-ce que vous êtes en train de négocier pour entrer dans le gouvernement prochain de M. Kognati? Bien, merci Pelé pour la série de questions. Bon, rapidement, la subvention, nous l'avons perçue en tout cas, c'est vendredi dernier, de la semaine dernière. C'est ça, non? Qu'on nous a averti. C'était le 3, alors. Le 3 juillet. Est-ce que c'est le 3 juillet? C'est mercredi, Ah oui, c'est possible que ce soit le 3 juillet, mais je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Que nous avons été... Vous avez le magot? Oui, nous avons eu le magot. Et malheureusement, bon, on devait avoir le magot, c'était pour faire la campagne électorale. Donc on a attendu après la campagne électorale pour l'accorder. Donc nous avons le magot actuellement. Nous avons eu le magot. Et bon, c'est venu tard, mais vaut mieux tard que jamais. À quoi ça sert d'avoir cet argent après avoir participé à la campagne, après avoir voté? Bon, évidemment, nous étions fortement endettés, donc ça nous permet de nous soulager. Il y a des gens qui nous avaient traduits en justice, etc. Bon, ça a permis de régler ces problèmes. Partout. Mais ce pourquoi l'argent était destiné, évidemment, on a dû couper beaucoup, faire une campagne qui n'était pas, qui était un peu inachevée, dans la mesure où on n'avait pas toutes les ressources qui nous étaient dues. Voilà. Il parle de Fogna Singbe, oui. dit que depuis l'élection, il n'a pas de ces nouvelles. Bon, je ne suis pas de la gendarmerie pour savoir là où il est. C'est regrettable quand même que depuis, ça fait quoi, combien de mois, mai, juin, juillet, ça fait 2 mois, bientôt 3 mois qu'il a prêté serment, mais on n'a pas de ces nouvelles, on n'a pas le nouvelle du gouvernement qui doit former. Bon, peut-être qu'il est en train d'en discuter. Est-ce que je suis en train de préparer mon entrée au gouvernement? Ça c'est trop dire. Bon, j'ai été invité à une radio, je réponds aux questions. Ça, je ne négocie pas mon entrée au gouvernement. À propos de Fogna Singbe, selon les dernières nouvelles que nous avons, il est attendu demain, en principe au Gabon, à l'invitation du président gabonais pour une visite de travail. C'est ce qu'on peut lire sur un des sites du gouvernement togolais. Donc voilà, pour ce qui concerne le chef de l'État, en principe, il doit se rendre demain au Gabon. Un deuxième auditeur après Pelé. Allô? J'aimerais savoir... Allô? Allô? Allô, je vous écoute. Oui, votre nom? C'est M. Noé. Oui, Noé, allez-y. J'aimerais savoir pourquoi c'est à l'approche des élections que nos dirigeants politiques, surtout de l'opposition, sont mobilisés pour le peuple. Alors qu'il y a des problèmes comme celui d'Agatri, d'Itala et Bataba, tous ces problèmes qui nous entourent, mais ils ne disent rien. Et c'est maintenant à l'approche des élections qu'ils ont de l'argent pour mobiliser le peuple pour aller aux élections. Bien, merci. Noé, ma réaction? Réaction, bon, d'abord, c'est se tromper que de dire qu'on attend l'approche des élections pour par le peuple. Si vous suivez, si vous allez au ministère de l'administration territoriale, puisque lorsque actuellement
Si on veut faire des meetings, on est dans le régime d'information, vous verrez que on se mobilise. Le seul problème qu'il y a peut-être, la mobilisation, ça ne veut pas dire que c'est nous les premiers responsables seuls. C'est les fédérations qui font le travail aussi sur le terrain. Donc ça se fait. Bon, est-ce qu'on ne dit rien pour ce que les affaires de Petrolgate et puis les assassinats de Majuba, Bataba, etc. Ça aussi ne sont pas réels. On intervient. Mais parfois, bon, c'est peut-être dire, mais c'est une préoccupation que nous avons tous. Ce qui arrive dans le pays, ça nous préoccupe. Nous avons touché des députés, puisque nous sommes plus à l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent interpeller le ministre du Commerce pour le Petrolgate, pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Mais malheureusement, vous avez vu les réactions qu'ils ont eues. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ont pensé que c'est des rumeurs que le journaliste a envoyées, mais je leur ai fait comprendre que non, que c'est justement l'occasion, même si c'est des rumeurs, c'est un lanceur d'alerte, il a dit quelque chose, c'est à vous d'interpeller le ministre pour qu'il nous dise actuellement, dise à la population, c'est-à-dire à vous, les représentants du peuple, si c'est vrai ce qu'il a dit ou pas. Mais vous ne pouvez pas dire que le journaliste, il a fait son travail, maintenant c'est à vous de continuer. Il y a cette question que se pose Christian Denke, qui est sur notre page Facebook. Est-ce que Fatou Gnassingbé doit-il changer? Est-ce qu'il est vraiment obligé de changer de gouvernement ou de Premier ministre? Bon, moi je ne suis pas à sa place, c'est à lui d'apprécier. S'il pense que le gouvernement a fait correctement la mission qu'il lui a confiée, il peut le garder. Mais maintenant, moi j'ai une appréciation de ce gouvernement. Mais qu'il ne change pas, ça c'est à lui. Mais pour moi, bon, le gouvernement n'a pas fait son travail. Le travail auquel la population devait s'attendre. Mais maintenant, c'est à lui de juger. Je ne peux pas dire qu'il doit changer ou pas. C'est lui qui vous sentez que ce gouvernement n'a pas rempli sa mission en étant même de loin, donc cela suppose en réalité que les conséquences à tirer, et si on suit votre logique, c'est de changer de Premier ministre. Oui, mais c'est lui qui doit... Bon, si moi je suis à sa place, j'aurais changé, mais c'est à lui de... Ça dépend de ses œuvres. Un autre auditeur après Noé, le troisième allô. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Oui, votre nom. Oui, allez-y, votre question. Bonjour. Vous êtes dans ce pays, vous êtes mon papa, mon grand-père. Il y avait quelque chose qui avait passé au niveau de la route de Mepoukan. Les journalistes sont sortis les preuves. Ils ont porté plainte sur les journalistes. Après eux-mêmes, ils ont dit y aller à l'Assemblée nationale disant qu'on propose, Dieu dispose. Et maintenant, le problème à Jacqueline, les familles à Jacqueline. Nous avons appris sur les réseaux sociaux qu'on a entré les familles à Jacqueline en train de porter plainte contre Ferdinand Haïti. Donc c'est vrai ou faux. Donc si ça arrive comme ça, je ne vois pas vous les opposants, vous s'organiser et vous faites des conférences de presse et vous poursuivre l'enquête. Où l'enquête va se terminer, non, je ne vois pas aucun opposant qui se critique et fait conférence de presse de ça. Donc, approchez des journalistes où tu as trouvé des preuves et vous allez travailler ensemble pour faire sortir des gens qui tuent ce pays. On n'arrive même pas à trouver chez vous. Pourquoi des choses vont comme ça dans notre pays? Bien, merci. Bien, merci Bozambo pour votre constat. Et il fait un constat. Mais, monsieur Bozambo, bon, c'est ce qu'il a dit. Ce que nous pouvons faire, bon, moi j'ai demandé à l'Assemblée nationale, à trois des députés, d'interpeller le ministre pour qu'il nous situe dessus. Premier point. Deuxième point, dans ces histoires, ce ne sont pas les conférences de presse qui vont faire quoi que ce soit. Nous en parlons au niveau du parti, nous en parlons à nos militants, ce que nous croyons, etc. Mais écoutez, c'est ce que je disais à Pierrot tout de suite. Je ne vais plus caresser la population dans le sens du poil de la bête. Vous-même là, vous êtes citoyen, qu'est-ce que vous faites pour ça? Vous attendez que les politiciens fassent tout. Nous sommes des êtres humains. Nous avons 24 heures de la journée comme vous. Si la population togolaise n'est pas prête à se lever, à faire quelque chose, rien ne bougera dans ce pays. Le journaliste a été très courageux. Ferdinand a été très courageux, il a posé des actes. Nous avons suivi ce qu'il a fait. Mais si chacun reste chez lui là, en passant, en le laissant seul face aux fauves, que ce soit de la justice ou bien du régime, il va de soi qu'on va continuer ainsi. Mais si vous n'êtes pas prêt, ce que j'ai dit, le comportement des jeunes lors des élections, nous avons fait plusieurs conférences de presse dans le passé.
Nous avons fait des communiqués dans le passé. Qu'est-ce que ça a donné? Lorsqu'on va faire des conférences, vous allez, la population va dire encore, oh, il ne faut que des conférences de presse, il ne faut que des communiqués. Mais il faut que la population sache ce qu'elle veut. Si c'est la population il y a une grande partie de la population, une partie de la population qui a voté pour Ford. N'oubliez pas ça. Ils ont voté soit parce qu'ils ont pris de l'argent, mais ou bien parce qu'ils y croyaient. Mais il faut que, lorsque vous êtes conseillé, écoutez, au niveau du Soudan, parce qu'on a augmenté le prix du pain qui se sont soulevés. Ce n'est pas un leader politique qui leur a dit levez-vous. Ce n'est pas lors d'une conférence de presse qu'on leur a dit allez faire cette manifestation. Ce n'est pas par un communiqué. Les gens se sont pris en main parce qu'ils savent qu'en augmentant le prix, ça les touche. Mais au Togo, vous êtes assis, il y a quelque chose qui va, sans pas l'opposition, quelque chose qui ne va pas, c'est l'opposition. Mais quand même, sachez ce que vous voulez. Aussi longtemps que la population n'est pas prête à se prendre en charge, à se dire que ce qui arrive dans le pays, c'est leur problème aussi. Aussi longtemps que la population n'est pas prête à dire que le changement de ce pays dépend d'elle. Mais il va de soi qu'on va vivre cela. Dans un mois exactement, le 12 août, pour être précis, Ferdinand Ité sera devant donc un juge parce qu'il avait fait sortir cet article. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas un expert de la justice, mais j'espère que d'ici là, moi, je vais encore ressaisir mes collègues de l'Assemblée nationale pour voir ce qui va se faire. Mais si c'est les communiqués, les écrits, ça ne sert à rien. Mais comment comprenez l'initiative de la famille? Bon, je ne peux rien dire. Peut-être ils pensent que peut-être la justice va pénaliser le journaliste Ferdinand Ité. Peut-être c'est sur ça qu'il compte. Bon, mais si nous pouvons aider Ferdinand Ité, soit apporter des preuves ou à résister, je crois que c'est notre devoir. Est-ce que ce procès-là va peut-être permettre de comprendre comment tout cela se passe? Rien. On ne comprend rien. Et peut-être Ferdinand Ité a eu des éléments. Mais pour aller au fond, il faut que vraiment... Vous voyez, 500 milliards, ce n'est pas petit. C'est près de 50%, peut-être ça doit Une être 40%. projection, en réalité. Quand on... Oui, c'est un minimum, pourquoi pas. Ça fait peut-être 40% du budget national du Togo. C'est énorme, ça. Et l'Assemblée ne dit rien. Mais personne ne dit rien, visiblement. Il aurait dû avoir une enquête parlementaire. Mais justement, comment comprendre que... Nous sommes en train de démissionner tous, c'est grave. Non, mais on est tétanisé par... Je ne sais pas. La nature de la somme, c'est quand même 500 milliards. Milliards. C'est presque la moitié du budget national. Oui, c'est environ 40% du budget national. C'est énorme. Mais malheureusement, on est là, on laisse Ferdinand Ité assez... On peut même dire on le jette à la pâture. Bon, on verra, on va y réfléchir pour voir ce que on peut faire. Mais vraiment, le Parlement, l'Assemblée pourrait faire quelque chose. Ils peuvent demander une enquête parlementaire. C'est un lanceur d'alerte. Il a dit il y a quelque chose. Mais il faut creuser. Il faut que le ministre pour lui dire c'est vrai ou faux. Et à partir de là, on peut faire une enquête parlementaire sur ça. Ce n'est pas question d'être opposition, comme dit Lawson là, et Nicolas Lawson. C'est plus une question d'être de l'opposition, bien d'être du parti au pouvoir. C'est des ressources publiques. Avec 500 milliards, vous savez ce qu'on peut faire dans ce pays? C'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 milliards? Une école coûte combien? Peut-être, je crois que c'est 30, supposons que ce soit 40 milliards. Et 40 millions. 40 milliards, ça fait 1000. 400 milliards, ça fait 10 000. Beaucoup d'écoles. Alors, un forage, c'est peut-être 3 millions, supposons 5 millions. Beaucoup de forages alors. Énormément. Bien, merci. Un scalaire ne coûte pas 1 milliard. Merci. Après Bozambo, on va retourner au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Maglo. Oui, c'est Maglo. Oui, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Maglo. Tout à l'heure, vous déplorez le comportement des jeunes parce qu'ils ont laissé leur engagement moral, politique pour un engagement matériel, n'est-ce pas? Est-ce que je n'apprécie pas quand même leur comportement, bien sûr, mais est-ce que l'exemple ne vient pas un peu de vous?
Voilà des gens qui luttent, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous luttez pour les jeunes. Ça, je m'inscris en faux, parce que vous luttez pour vos enfants. Ça a été démontré à maintes reprises. Les hommes politiques, quand ils sont dans l'opposition, ils se font remplacer par leurs enfants, ou bien ils placent leurs enfants d'abord. Et puis, vos engagements, c'est à court terme. Est-ce que moi, j'ai eu le temps d'observer la vie politique de nos opposants? C'est à court terme. Comment comprenez-vous que vous, personnellement, M. Gauthier, sachant que pour les élections du 22 février, vous ne pouvez en aucun cas remporter cela. Vous vous êtes engagé à y aller, portant un soutien au régime. Ça, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'était sur tous ceux qui ont participé à cette élection, c'est pour consolider le régime. Vous l'aurez pu tous boycotter, la situation serait autrement. Bien sûr, ils iront, mais on verra ça d'une autre façon, tel que ça s'est passé. L'opposition s'est engagée massivement. Donc, vous me résumez, vous luttez à court terme, vous voulez manger aujourd'hui. Les jeunes aussi, ils ne savent plus rien de vous. Ils veulent manger aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Donc, l'exemple, ça vient un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire? Monsieur Maglo, je suis totalement surpris et je m'inscris à faux contre tout ce que vous dites. Vous faites des affirmations. Vous dites que nous luttons pour nos enfants. J'ai besoin d'être en politique pour placer pour que mes enfants vivent dans cette vie. Vous connaissez mes enfants? Mais des affaires, comment vous pouvez, vous là, je sais que vous êtes adulte, vous êtes parent, vous pouvez faire de telles affirmations gratuites. Qu'est-ce que ma participation dans la vie politique de l'opposition a à voir avec la vie de mes enfants? Dites-le moi. Si j'étais au gouvernement, vous allez dire que je suis au gouvernement, j'ai plus l'argent pour m'occuper des enfants, de mes enfants. Ne pensez-vous pas que les ressources que je sacrifie à l'opposition, j'aurais pu prendre ça pour m'occuper de mes enfants, mieux de mes enfants? Mais quand même, il faut cesser de dire n'importe quoi. Deuxième chose, vous dites que nous sommes partis aux élections en sachant que nous allons perdre. Non, moi je vous le dis. Je suis parti aux élections en pensant que l'alternance, que quelqu'un de l'opposition va gagner. En espérant, si c'est moi qui gagne, c'est mieux. Mais si quelqu'un de l'opposition gagne, c'est bon. C'est bon si quelqu'un de l'opposition gagne. Si c'est moi qui gagne, c'est mieux. C'est dans cet esprit que je suis parti aux élections. Vous ne pouvez pas faire des affirmations fondées sur rien. Ce n'est pas correct, ça. Ce n'est pas correct du tout. Nous n'allons pas... Beaucoup de gens n'étaient pas partis aux élections. Comment vous pouvez dire qu'on est parti cautionner et consolider le parti au pouvoir? Comment vous pouvez dire ça? Nous ne sommes pas partis aux élections législatives. Vous voyez les conséquences. Je vous ai dit sur cette affaire de pétrole-là, et d'Adjakli-là, on n'arrive pas à aller au fond uniquement parce que nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de gens à l'Assemblée nationale pour le faire. Et vous pensez qu'on est allé aux élections avec nos propres ressources pour consolider un adversaire? Vous trouvez ça logique, ce que vous dites? Non, il faut cesser de... Si vous voulez, bon, peut-être que vous pourrez prendre mon numéro après, vous pouvez venir, on va discuter. Non, c'est pas... Il faut que nous fassions plus d'efforts. Bien, on a compris votre réaction par rapport à la question de Maglo. Vous lui avez donné votre réponse et il peut éventuellement aussi prendre votre numéro pour des échanges futurs. Allô? Après Maglo, est-ce qu'on a un auditeur? Allô? Est-ce que je peux donner mon droit de réponse aussi au Maglo, allez-y, allez-y. Voilà. Vous n'avez pas été aux législatives. Les gens ont été et ont cru que vous serez parti après l'élection, vous apporterez beaucoup de choses. Non. Et vous êtes... Alors, oh, vous écoute. Vous regrettez pas à cette élection législative pour répéter. Moi, je vous dis de la refaire dans les élections. Je ne vous conseillerais même pas d'aller aux législatives. Donc voilà, vous disiez tout à l'heure que vous ne luttez pas pour vos enfants. Moi, j'ai observé la politique de nos opposants. Ça, c'est faux. Peut-être que vous ne le faites pas. Et le fait qu'ils disent, c'est pour leur progéniture, leur famille. Parce qu'ils ont pour moi, je te donne le cas très loin de chez nous, le Congo, de République démocratique du Congo. Les
quand c'est une recherche à mettre l'emploi d'un pauvre, ça c'est démontré. Ce n'est pas une opération gratuite. Maglo, vous avez eu votre droit de réponse, on l'a noté. Malheureusement, on n'a pas. Votre ligne a quelques soucis parce que la liaison s'est carrément dégradée. On n'a pas trop bien compris, mais on a saisi quand même des pans de votre intervention. Merci d'être intervenu. Maglo, à Gouenivé là-bas, nous souhaitons donc bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent sur 105.5 à Goué notamment. Après Maglo, nous allons retourner avec de nouveaux auditeurs. Allô? Bonjour. Oui, Tafik. Bon, en ce qui concerne l'affaire des 500 milliards volés là, il faut que la justice là nous laisse tranquille. Ils veulent encore procéder de la même manière qu'ils ont fait à M. Aguilomé pour dire que l'affaire est à la justice, pour ne plus parler de cette affaire, parce que nous avons constaté que depuis un moment aussi, Ferdinand ici aussi parle de ça sur des radios. Ils veulent l'interdire. Je pense que c'est encore ça. Nous n'avons plus besoin de ça. Bon, pour les acteurs politiques là, que ce soit de l'UNI ou de l'opposition là, franchement par là, nous sommes fatigués de vous. Depuis 90, je ne sais pas ce qui se passe, que les choses et que nous vivons dans des choses comme ça, on détruit l'argent du pays, on vole, on tue, on fait des choses. Après, vous allez appeler la population à marquer les gens tombent et rien. Bon, merci. Bien, merci. Bon, pour ce qui concerne les 500 milliards, pour le moment, vous avez raison. Et ce serait regrettable que la population laisse ainsi. Et pour ce qui concerne les acteurs politiques, évidemment, comme je le dis, bon, les acteurs politiques sont toujours souvent accusés. Mais tout ce que vous avez dit là, le reproche, on tue, on vole, est-ce que c'est l'opposition qui fait ça? Est-ce que c'est l'opposition qui vole? C'est l'opposition qui tue? Ce n'est pas l'opposition qui fait ça. Moi, je dis souvent, en fait, la situation actuelle, là, je le dis souvent à mes collègues, parfois on ne s'entend pas dessus, la situation politique qu'on vit actuellement, en principe, ce n'est pas une histoire des partis politiques. Quand il y a corruption dans un pays, ce n'est pas une histoire de partis politiques. C'est soit de la société, c'est tous les citoyens de ce pays qui doivent lutter contre la corruption. Pourquoi pensez-vous que c'est l'homme politique qui doit le faire? Ça nous préoccupe tous. Les assassinats, les gens qui assassinats politiques, ou bien les violences, ce n'est pas l'homme politique qui doit s'en occuper. C'est l'ensemble de la population qui doit s'en occuper. Il se trouve qu'au Togo, l'homme politique le fait. Mais si vous pensez que l'homme politique n'a pas le droit de le faire ou bien le fait mal, il faut que la population prenne ses responsabilités. Mais est-ce que la population n'est pas, oui, quand vous évoquez la population sans organisation, sur les assassinats, la population ne peut pas intervenir. Mais oui, mais malheureusement c'est ça. Malheureusement, c'est que la société société civile, la population à travers la société. Pour ce qui concerne par exemple les assassinats ou l'impunité, il y a quand même des structures, des institutions qui sont habilitées à intervenir sur mais ces sociétés ne marchent pas, ces institutions de l'État ne marchent pas. Les organisations de la société et des droits de l'homme, c'est eux qui doivent être au front. Et c'est la société civile, et c'est les organisations de la société civile qui devraient être au front actuellement. Et les partis politiques, étant citoyens aussi, on doit participer. Mais nous ne devons pas, en principe, être au fond. Mais on le fait par défaut. On le fait par défaut. Parce que la défense de la Constitution, tout ça là, ça préoccupe tous les citoyens. Ça ne préoccupe pas, pas parce que je suis de Adi, parce que je suis du NIR, de l'INSEE, etc., que je dois être préoccupé par ça. C'est parce que je suis citoyen togolais que je dois me préoccuper d'une Constitution bien pour le pays. Parce que la Constitution définit les relations qui doivent avoir entre nous, Togolais. Ce n'est pas seulement l'affaire de position politique. Après Tawfik, nous avons un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Commis. Sur le dernier développement de l'invité, oui. Est-ce qu'il est interdit la respiration politique sur des faits sociaux qui vraiment donnent de la touille? Mes questions, c'est sur deux aspects. Le premier aspect, si vous étiez à la place du président actuel, où vous avez une minorité qui finance vos élections, et au finish,
vous êtes là avec vos institutions, ça ne fonctionne pas. Qu'allez-vous faire pour pouvoir aider une fois ceux qui volent et récupérer ces fonds-là pour pouvoir mieux diriger le pays, puisque vous y allez à l'extérieur pour demander encore des crédits. Deuxième aspect, vous êtes professeur. Nos enfants nous ont démontré la dernière fois que nous avons démissionné et qu'ils sont victimes des télévisions qu'ils voient, des matériels qu'on les paye, smartphones et autres. Et dans ces cas, les films pornographiques sont sur Internet, patati patata. L'outil informatique n'est pas bien utilisé. Si vous étiez à la place d'un ministre de l'Éducation, quelles sont les premières décisions que vous allez prendre pour aider et pour arrêter l'hémorragie? Merci. Bien, merci pour la série de questions. Professeur? C'est des questions difficiles. Bon, premièrement, bon, je ne suis pas chef de l'État, je ne peux pas vous dire que je ferai ça ou ça. Disons quand même que... Vous pouviez l'être si vous aviez gagné. Bien sûr, je suis prêt à l'être. Hein. Question de corruption, je vous ai dit, j'ai passé une loi, j'ai fait une proposition de loi concernant l'enrichissement illicite et la corruption. Donc ça là, l'impunité, si je suis chef de l'État, ça va disparaître. Cette affaire de 500 milliards, évidemment, on devait creuser pour savoir ce qui se passe et les gens seront sanctionnés et les ressources seront restituées à l'État. Ça c'est clair, ça c'est je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit au début. Bon, en ce qui concerne le deuxième point, si j'ai été ministre de l'Éducation, le problème des sexes, c'est vraiment choquant et regrettable. En venant, je rappelais à mon chargé de communication. Vous savez, j'avais voyagé en 2015. J'avais appris que ce problème existait d'abord, pas pour les jeunes, j'avais appris au niveau, je regrette de le dire, hein, au niveau des bureaux et compagnie qui avaient des relations, qui avaient des sexes dans les bureaux. Dans l'administration? Dans l'administration. Togolaise? Oui. Que peut-être même aussi dans les entreprises. Alors, moi j'ai appris ça, ça m'avait choqué. Alors quand je suis revenu de mission, sur une plateforme, j'ai dit, mais voilà ce que j'ai appris, est-ce que c'est réel ça? Ah, les gens m'ont dit, non, non, je ne veux pas parler de ça, etc. J'ai dit, mais non, c'est un phénomène qui doit nous préoccuper. Parce qu'on ne peut pas admettre ce comportement, quelles que soient les raisons. C'est indécent qu'on utilise des lieux publics, pour de tels types de comportements. Ce n'est pas bon. Et voilà, la semaine dernière, bien, oui, il y a 2 semaines, je crois, il y a ce problème des vidéos sur les plateformes de gamines ou bien des jeunes, des enfants qui des adolescents. Même pas des adolescents, mais parfois même moins d'adolescents qui se jettent à ce... C'est fortement regrettable. Mais on ne peut pas dire que c'est simplement la télé qui fait ça. Il y a la télé, il y a l'Internet, mais aussi il y a l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison. Parfois, on pense qu'il y a des choses, il y a des comportements qui se font et les gens ne pensent pas que les enfants puissent comprendre et répéter ça. Donc, je crois que d'abord, la première chose, les parents doivent se ressaisir. La deuxième chose, même les télés, le parent doit contrôler ce que l'enfant regarde. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant regarder n'importe quoi. Être parent, c'est une lourde responsabilité. C'est une très lourde responsabilité. Ensuite, les smartphones. Vous devez surveiller. Vous ne pouvez pas donner l'argent à l'enfant pour consommer, parce que c'est cher quand même. Le smartphone, c'est un peu cher. Et puis, les gigas ou bien l'Internet, ça consomme, ça coûte. Vous ne pouvez pas donner l'argent comme ça aux enfants à utiliser n'importe quoi. Donc, le premier travail, ça revient aux parents. La deuxième chose, il y a quand même le problème de télé dont on parle. La télévision publique ne peut pas s'autoriser, permettre le luxe. Bon, évidemment, maintenant, on ne peut plus parler de télé, c'est partout, toutes les télés font n'importe quoi. On doit surveiller. Donc, je crois qu'il faut commencer par ça, si les parents ne prennent pas la responsabilité. La question, c'est aussi si vous étiez ministre oui. de l'Éducation, et quelles vont être vos
vos prises de position. D'abord, le ministre actuel, il n'est pas content de ce qui se passe. Oui, bien sûr, puis qui peut être content de ce qui s'est passé? Personne ne peut être content de ça. C'est une honte pour le pays, puis ça distrait beaucoup. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? D'abord, je vais insister auprès des parents, auprès de... Est-ce que vous êtes pour l'exclusion, par exemple, de ces enfants? Est-ce que c'est ça la solution? C'est pas une solution, ça. Non, c'est pas du tout l'exclusion de ça. Non, vous avez vu, moi j'ai regardé un ou deux, mais ils font ça. C'est de l'insouciance. C'est de l'insouciance totale. Vous allez les exclure. Quel est le résultat? Moi, je ne pense pas que l'exclusion est une solution. Non. Je crois qu'il faut imposer une meilleure surveillance, une discipline. On espère que les parents vont être conscients de ce qui se passe. Bien, merci. Nous allons reprendre le téléphone avec un autre auditeur. Je crois que, non, mais en fait, avant d'aller au téléphone, il y avait une partie de la question. Comme il dit, est-ce qu'il est interdit que les acteurs politiques récupèrent des événements à caractère social? Bien sûr, non. Ça, c'est l'homme politique doit saisir toute occasion pour créer des problèmes de l'opposition, pour créer tout problème au gouvernement. Bien sûr, on doit saisir ça. C'est des points que nous enregistrons. Peut-être que sur le terrain, nous en parlons à la population. Bien. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Ouais, coucou, comment vous allez? Je vais très bien. Ok, allez-y. Je salue le professeur. Bonjour, M. Kokou. Bonjour, M. Professeur. Bon, tout ça, M. le professeur. Oui. Dans une des réponses à une question des visiteurs, il semble que vous semblez dire que le peuple, la population, ne fait pas ce qu'il doit faire. La population ne reprend pas, elle reste bras croisés. Je voudrais demander, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer lorsqu'un peuple va à une élection et vote pour un candidat qui dit qu'il a gagné, et ce même candidat dit au peuple que lui respecte les institutions de République et que le temps des populations beaucoup voulaient, que lui ne peut pas appeler la population à sortir dans la rue pour réclamer quoi que ce soit. Est-ce que ce peuple peut sortir pour réclamer quelque chose? Comment analysez-vous cette réaction de quelqu'un qui déclare dans les élections? Secondo, concernant toujours les élections, bon, je ne suis pas un peu d'accord avec M. Boutou. Je vais vous demander, au niveau ici, lorsque vous refusez de participer, vous boycottez des élections, tout le monde crie sur les leaders d'opposition, ils ont laissé champ libre au pouvoir en place. Lorsqu'on vous participez aux élections, on crie encore que vous avez légitimé le pouvoir en place, vous avez accompagné le candidat du pouvoir. Maintenant, comment est-ce que vous analysez cette situation? Merci beaucoup. Bien, merci. Bon, pour la deuxième partie, c'est qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Vous voyez, c'est le dilemme que nous avons. Donc ça, je ne peux pas répondre. Donc c'est à nous de décider. Bon, on verra ce qui est mieux pour la population, ce qui est mieux pour le parti, et nous prenons la décision. C'est ça. Donc je ne peux pas... Nous pensons que le boycott n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que nous sommes partis aux élections présidentielles. Mais pour ce qui concerne la première partie, bon, je ne me rappelle pas que quelqu'un a gagné a dit que non, il ne va pas réclamer sa victoire. Jean-Pierre Faye l'avait fait, Agouemé Kodjo le fait. Ils appellent tout le temps les gens, mais la population ne réagit pas. Mais je crois que là aussi, ce que je vais dire, c'est que lorsque vous êtes sûr avoir voté pour quelqu'un, lorsqu'on ne lui donne pas la victoire qu'il mérite, mais c'est vous aussi qu'on vole. Il ne faut pas considérer que c'est le leader qu'on a volé. Vous avez voté. On prend votre vote, on l'attribue à quelqu'un d'autre. C'est qu'on vous a volé aussi. Donc il faut que vous vous sentez aussi préoccupé par ça. Mais malheureusement, ici, on pense que c'est le leader qui doit tout faire. Et si le leader appelle, bon, les gens ne sortent pas. On comprend pourquoi parfois ils ne sortent pas à cause des représailles ou bien du comportement des forces de défense et de sécurité. On le comprend. Mais si on doit avoir toujours peur ainsi, la peur explique beaucoup de choses au Togo. Si on doit toujours avoir peur ainsi, il va de sorte que c'est difficile de changer quelque chose. Voilà. Il y a cette question de Gagnon à Go. Je lis la question. Je ne l'ai pas très bien compris, mais je vais quand même la lire. Peut-être que vous comprenez. Vous allez comprendre peut-être. J'ai eu à entendre de M. Gogué a dit, je le cite, qu'un opposant qui accepte de l'argent pour financer la lutte démocratique, qui ne peut pas le vouloir, pas lui en vouloir, je ne sais pas.
quelle leçon peut tirer la jeunesse? C'est pas si en gros, je crois qu'il veut dire que si quelqu'un prend de l'argent du pouvoir pour faire lui continuer la lutte, il ne faut pas lui en vouloir. Je crois que c'est que... Non, personnellement, je dis, écoutez, si, vous savez d'abord, au Togo, la population, bien les gens interviennent, financent très peu les partis politiques. Bon, dans mon parti politique, je sais que ça ne se fait pas. Nous devrions pour financer. Mais supposons que quelqu'un nous donne de l'argent. Nous lui disons explicitement, je vais faire ceci avec l'argent. C'est-à-dire, je vais mener des actions politiques contre le gouvernement, contre le régime en place, pour l'alternance. Si quelqu'un prend cet argent et travaille pour l'alternance, moi, je ne vais pas lui en vouloir. C'est tout ce que je dis. Si quelqu'un prend de l'argent quelque part pour travailler pour l'alternance, pourquoi lui en vouloir? C'est ça. Pour vous, c'est la finalité qui compte. La finalité, évidemment, il y a la morale qui joue, mais la finalité est importante. Il y a la question de Jonathan sur les réseaux sociaux. Il a deux questions. Il dit le score de Hadi au présidentiel passé, est-ce que c'est réellement le score sorti des urnes? Ah, je vous ai dit que ce ne sont pas des élections. Ce ne sont pas des élections. Donc tout ce qu'on a donné, on ne peut pas dire que c'est sorti des urnes. Donc moi, je ne reconnais pas ce qui est sorti, ce qu'on m'a attribué. La suite de la question, c'est pourquoi est-ce que vous ne réclamez pas la vérité des urnes? Mais c'est tout ce que je dis. Je dis que ça pas. On a dit qu'il faut annuler les élections, ou bien à la limite, à la vérité des urnes. Et on a proposé la manière dont il faut arriver à la vérité des urnes. Nous l'avons proposé dès février. Un dernier auditeur, peut-être. Allô? Est-ce qu'on a laissé cet auditeur? Bonjour. Allô? Oui. Allô? Allô? Non, je vais aller aux toilettes. Nous avons quelques problèmes, quelques soucis. Je cours. Quelques soucis. Voilà, j'arrive. C'est où?
Nous avons eu quelques soucis avec notre invité et il est de retour dans le studio, donc il nous reste 5 minutes pour finir cette émission. Nous allons donc lui donner la parole pour parler un peu de ce que vit la jeunesse. C'est vrai qu'il a dit qu'il ne comprend pas cette histoire de ceste, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas toute la société togolaise qui est en danger? Parce que ces jeunes, c'est la relève de demain, comme on le dit. Est-ce que c'est pas par ricochet toute la jeunesse qui a un problème? Non, je vous ai dit que d'abord, moi, c'est le comportement des adultes qui a attiré d'abord mon attention en 2015, lorsque j'ai appris qu'il y a de tels comportements au niveau de l'administration et probablement aussi des entreprises. Comme je dis, cette jeunesse, comme aimait le dire, c'est la relève de demain, c'est notre avenir, c'est l'avenir du peuple togolais. Et je dis souvent que nous vivons plus une crise morale qu'une crise politique. C'est une crise morale que nous vivons. Et ça, encore, cela ne fait que traduire cette crise morale. Et c'est dangereux pour un pays lorsque on va jusqu'à ce niveau. Lorsque les jeunes sont totalement insouciants de ce type de comportement. Je crois que ça doit attirer notre attention et surtout notre attention en tant que parents. J'avais dit tantôt que l'opposition se trouverait dans un état difficile, comateux, et vous n'étiez pas trop d'accord. Et quel est votre regard par contre sur le pouvoir? Parce que ça fait quand même quelques mois que ces élections ont eu lieu. Quel est votre regard sur ce qui se passe dans le pays depuis cette élection? C'est vrai, on n'a pas un gouvernement. Non, c'est un changement terrible parce que depuis, on ne sent rien. Malgré les crises multiples qui se sont passées, les assassinats, peut-être il peut mettre ça en dessous sur le Covid-19, mais ce serait trop fort. Et donc, autant on pense que l'opposition a une léthargie, autant le gouvernement aussi est totalement en léthargie. Ça fait depuis janvier, on peut dire que nous n'avons pas de, entre guillemets, nous n'avons pas de gouvernement, parce que c'est une période, quand il y a les élections, les gouvernements sont liquident les affaires courantes, et nous sommes là depuis plus de 7 mois, près de 7 mois. Je crois que c'est un peu mauvais. Nous sommes en léthargie. Je crois que le gouvernement est en léthargie. Et ne sont pas bons pour un pays, surtout en cette période de crise où nous avons besoin des gens qui sont assez vigilants, qui sont en pleine capacité d'action. Si le gouvernement doit être en pleine capacité d'action, malheureusement, tout ne fonctionne pas. Tout fonctionne au ralenti plutôt. Quel type de gouvernement pour le Togo au sorti de ces élections-là? Mais c'est difficile pour moi de dire, comme je dis qu'il n'y a pas d'élection. Mais ce qui est certain, c'est que dans les faits, il va se passer des choses. Oui, dans les faits, il va se passer des choses, mais j'ose espérer qu'il va se passer des choses dans le bon sens pour tout le Togo. J'ai l'impression qu'il faut saisir cette occasion, peut-être avec cette crise, pour remettre tout à plat. Et on ne peut pas continuer de crise en crise depuis 1990. Mais c'est vous qui parlez de crise au niveau du pouvoir, on ne parle pas de crise. Ah, ils parlent de quoi? Ils sont, depuis janvier, on n'a rien, on est là, c'est la première fois que ça arrive au Togo, ça. Ils peuvent dire que c'est le Covid-19, mais quand même, il y a le Covid-19, la France a changé a fait un nouveau gouvernement, et ils ne sont pas une période post-électorale pour eux. Donc je crois qu'il faut savoir, il y a un problème, il faut y réfléchir et trouver une solution durable. Quoi. Nous allons vous donner la parole pour conclure l'émission. Bon, je vous remercie pour m'avoir invité et surtout que les sujets que nous avons abordés en allant des décès, du comportement moral des gens qui veulent accumuler sans tenir compte de l'environnement dans lequel ils vivent, où les gens sont pauvres et certains sont intéressés à l'accumulation individuelle. Nous avons parlé de la crise politique et de la crise morale qui secoue la société togolaise. Tout ce que moi je peux dire, je vais interpeller les compatriotes, les parents, à être un peu plus regardants sur l'éducation qu'on donne aux enfants. Bon, je peux dire actuellement le Covid-19 aide un peu dans la mesure où nous devons passer plus de temps à la maison avec nos enfants qu'avant. Mesures barrières obligent.
Donc ça nous permet de nous interroger, de voir le comportement de nos enfants, pouvoir les guider pour les bons choix dans leur comportement individuel et dans l'avenir. Je crois que ça, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on fait ça, évidemment, ça peut avoir rapport avec ce dont je parlais au niveau du comportement de la jeunesse. Je crois que la jeunesse aussi doit se ressaisir. Et ça dépend encore de nous, les adultes, les parents. Si nous orientons nos parents, nos enfants ne voient pas ça de bon oeil et ne mettent pas trop d'accent sur les richesses, sur l'environnement, ça c'est mauvais. Merci d'être venu, professeur Gogué. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique, dit candidat à la dernière élection présidentielle au Togo. L'émission, elle s'achève. Elle sera rediffusée à partir de 19h. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atioubé. Très bon dimanche à tous. Au revoir. Toi, là, tu cuisines toujours les gens, c'est ça?